C'est une formidable comédienne de théâtre et de cinéma que nous recevons dans VIP aujourd'hui. Elle joue actuellement avec Didier Bourdon au Théâtre Hébertot, une pièce merveilleuse intitulée Les Inséparables. Et puis c'est une comédienne populaire aussi, connue du grand public depuis 2009 pour son rôle de Liliane dans la série Scène de ménage sur M6. Elle est la preuve, faite femme, que rôle pointu et rôle populaire sont possibles dans un seul et même personnage. Valérie Carcenti, bonjour. Bonjour. C'est vrai ? Rôle vrai. pointu et rôle populaire sont parfaitement compatibles pour une seule et même comédienne. Ouais, c'est la même exigence. Oui. C'est la même exigence. Et puis, c'est devenu populaire parce que on a rencontré le succès. Donc en réalité, on ne décide pas qu'un projet est pointu ou ne l'est pas au départ, ou sera populaire ou ne l'est pas, il le devient populaire. Là, il se trouve que sur Scène de ménage, effectivement, il y a une exigence des auteurs, de la production, des acteurs, de la réalisation, qui fait que ça dure, qu'on est heureux et que le programme continue de séduire les gens parce qu'on ne baisse pas, on ne baisse pas l'exigence. Vous savez que c'est un peu bizarre, honnêtement, de vous entendre parler avec cette voix-là. C'est vrai ? Quand on vous regarde depuis des années sur Scène de ménage, avec une voix qui est plus aigrelette, qui est plus, enfin un personnage quoi, qui est construit, qui est plus au perché, on finit par croire quasiment que c'est presque votre vraie voix, celle de Liliane. Oui, mais c'est normal parce que participer à une série qui passe tous les jours à la télé, forcément, ça a un impact démesuré même. Vous venez dans nos salons ? Oui, voilà, et puis tous les jours, et puis depuis quelques années, donc je comprends. Après, moi, ça me surprend toujours parce qu'évidemment, j'ai commencé à travailler sur Scène de ménage, j'avais déjà plusieurs années derrière moi de théâtre. Beaucoup de théâtre. Moi, je vous avais vu il y a bien longtemps dans un petit jeu sans conséquence de Jandel, notamment, qui est venu dans cette émission que je salue au passage. Qui était un grand succès avec toute une équipe d'acteurs incroyable, que j'adore. Et voilà, ça a été une rencontre importante dans ma vie de travailler avec eux. Donc évidemment, moi, je suis surprise, mais voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, l'important pour moi, c'est que ce personnage m'amuse toujours autant, parce qu'elle est folle, parce qu'elle est libre, et qu'au niveau du jeu, ça a déclenché plein de choses pour moi. J'ai découvert plein de choses de moi, plein de liberté aussi. Et puis, Liliane, elle vous a fait découvrir des choses de vous, vous voulez dire ? Pas de moi personnellement, mais en tant que comédienne. J'ai exploré des choses que je n'avais pas encore explorées. C'est un clown, donc tout est possible avec les clowns. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas de tabou. Elle est vraiment, elle est dingue. Elle a une forme de dinguerie. et c'est à la fois jubilatoire et libérateur d'avoir un personnage comme ça. Alors on est très loin, Valérie Carcenti, du personnage que vous incarnez dans cette pièce formidable, Les Inséparables. Que j'adore, oui. Écoutez, moi aussi, j'ai adoré voir cette pièce. Vous jouez, donc les deux acteurs vedettes, c'est vous et Didier Bourdon. Et Thierry Frémont. Quand même, citer Thierry Frémont, qu'on a eu la joie de recevoir ici dans VIP, qui est quelqu'un d'incroyable, Pierre-Yves Bon et Élise Diamant, qui tiennent les autres rôles de la pièce. Pour raconter rapidement de quoi ça parle, on est dans un atelier d'artistes à Paris. D'artiste peintre. Très beau décor. Artiste peintre, je précise. On est entre Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés. On passe la porte de cet atelier avec Didier Bourdon et on va découvrir en fait 50 ans d'histoire qui vont se répondre comme ça dans un même lieu. C'est ça, il y a une double temporalité. Oui. Donc, et Didier joue deux personnages. Il joue donc à notre époque contemporaine, il joue un peintre majeur, un immense peintre contemporain qui est dans une crise majeure aussi, qui est dans une crise de créativité, existentielle et qui l'empêche de créer, de peindre depuis 3 ans, qui hérite de cet atelier. Il n'en connaît pas la raison, il ne sait pas pourquoi. Et puis il rentre dans cet atelier. Il suppose, il imagine pour quelle raison il en hérite. Une admiratrice. Une admiratrice. En plus, il est assez imbu de lui-même, comme tous les gens qui doutent énormément, évidemment. Il l'incarne très, très bien. Très bien. Il est noir, il est sombre. C'est un type qui n'arrive pas à vivre, qui n'arrive pas à aimer, qui n'arrive pas à se faire aimer. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Et puis, tout d'un coup, hop, dans ce même atelier, on fait un saut en arrière de 50 ans. Et on se retrouve avec le grand-père de ce peintre. Incarné par Didier Bourdon. Incarné également par Didier Bourdon, qui est un grand banquier et qui offre cet atelier à une femme peintre dont il est fou amoureux, le rôle que je joue, qui est une immigrée russe.
Et voilà. Et petit à petit, si vous voulez, toute la pièce, on revient dans la période contemporaine, on repart dans les années 50, et en fait, on recolle les morceaux. Et il fallait vraiment toute la dextérité, la finesse, la poésie aussi, et le savoir-faire de Ladislas Chola pour la mise en scène. Il a une vision pour cette qui est d'une sincèrement. fluidité et d'une poésie totalement incroyable. Je vous propose, Valérie, qu'on regarde quelques images ensemble de la pièce. Cette femme, cette parfaite inconnue, a décidé de léguer son atelier à ton père. Regarde autour de toi. Cet atelier, cette lumière, ce lieu unique. Aujourd'hui, c'est à moi. Je te l'ai acheté parce que je veux ce qu'il y a de plus beau pour toi. Tu es ici, chez toi. J'accepte ce cadeau comme un présent à la mesure de ta démesure. La fascination que la peinture de ton père devait exercer sur cette Sacha Klinikov. Tous les catalogues de mes expos. Mais non. Si, elle les a tous gardés, tous. Plus profonde est la noirceur du voyage intérieur. Plus éclatante est l'intensité du chef-d'œuvre. D'où sort ce lien proprement effondrant que vous faites entre la souffrance et la création? Tu n'es plus un peintre. Visiblement, le génie s'en va. Tu n'as jamais été un père. Tu creux, comme ta mère. Tu es complètement fou. Alors c'est comme ça que tu nous vois. Ce ne sont que de petites perruches, tu sais. Ouais. Dans les encyclopédies, il me semble qu'on les appelle les inséparables. J'ai loin d'imaginer qu'on tomberait sur tout ça en débarquant ici, moi. Elle est bien cette dernière phrase, parce que moi j'étais loin d'imaginer, en arrivant au Théâtre Hébertot, que j'allais vivre un moment aussi fort. C'est très philosophique aussi, moi je trouve, de réflexion sur la mémoire, la passation, la transmission, le temps qui passe. Oui. D'où on vient, de quoi on hérite, qu'est-ce qu'on en fait. Et aussi, effectivement, et ça je le pense, je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Vraiment, c'est important de savoir d'où on vient et d'avoir un minimum de transmission et aussi de transmettre à notre tour. C'est important. Parce que sinon, on reste d'une certaine façon englué dans des choses qu'on ne comprend pas. On hérite parfois de choses dont il faut véritablement se débarrasser pour profiter de ce qui est beau, de ce qu'on a, de l'amour, de ce dont on a hérité, dont on peut user pour aimer vivre, pour vivre. Mais il y a quand même des choses, parfois lourdes. Et il vaut mieux, je pense, savoir la vérité toujours. C'est important. Alors si je vous pose cette question qui a l'air tellement simple comme ça, mais qui ne l'est pas, je le sais bien, d'où venez-vous, Valérie Carcenti? Vous répondez quoi? On a 52 minutes. Un mélange. Je dirais, évidemment, je vais répondre, je vais ouvrir une toute petite fenêtre. C'est un mélange, et j'en suis assez fière d'ailleurs, entre deux cultures. Un père d'origine juive séfarade et une maman française, catholique, une petite famille modeste, c'est des gens plutôt modestes, qui ont déjà eu le courage, dans les années 60, de se marier contre l'avis de leur famille. Donc à cause des religions? À cause des religions, oui. Wow. Ils ont imposé... Donc ils se sont libérés, eux, de ça, et puis ils ont créé leur famille. Et donc j'ai un frère, plus âgé que moi. Voilà, donc j'ai été élevée dans une famille athée, assez libre, où on pouvait parler de tout, où on était très aimés, il y avait beaucoup d'amour. Voilà, et ensuite, mais par contre, il y avait une forme d'omerta, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on ne parlait pas trop justement d'où on venait. Voilà. C'était comme s'ils essayaient de tout réinventer. Sauf que les racines, elles existent et qu'à un moment, moi j'ai eu besoin, quand je suis arrivée à Paris par exemple, j'ai fait, en parallèle avec mes cours de théâtre, j'ai fait 2 ans à la Sorbonne en étudiante libre d'histoire du peuple juif. Parce que rien ne m'avait été transmis et que c'était important pour moi. Et puis voilà, au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai pu remplir des cases qui étaient restées vides. Et puis maintenant, je vois mes fils, en tout cas l'aîné qui a 15 ans et demi, pareil, qui a besoin d'avoir des informations. Donc maintenant, c'est plus facile parce que moi, j'ai recréé des liens. Donc je peux lui donner des numéros de téléphone, il peut appeler, il peut... Voilà. C'est un mélange et j'en suis très fière et très heureuse.
Voilà, parce que ça force à ouvrir, ça force à aller vers les autres, à accepter les différences, peut-être, ça m'a apporté cette forme de tolérance que j'ai et qui est précieuse, qui est importante pour moi. Alors c'est fou parce que vos parents se sont battus pour se marier malgré la famille, et le non-consentement de la famille dû à des religions. Mais au final, il n'y a pas une transmission religieuse. Non. Non. Déjà, une transmission de l'histoire, ça a été compliqué. Très compliqué. Surtout du côté juif, si j'ai bien compris. Mais il n'y a pas eu du tout d'envie de vous, ne serait-ce que vous initier à l'une et à l'autre religion. Non, je pense qu'aussi, c'était les années 60, il ne faut pas oublier. Oui, hein, donc, il y avait une remise en question profonde des valeurs des générations précédentes. Et il y avait une envie comme ça de réinventer un monde, justement, en se libérant de ces valeurs et des contraintes et des carcans. Voilà. En réalité, et c'est ça qui est intéressant et passionnant même, je trouve, c'est qu'au final, qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, il y a une histoire familiale et c'est important Enfin, pour moi, ça a été important de comprendre d'où je venais et il y a une forme de spiritualité, même quand il n'y a pas de transmission religieuse. Mais vous sentez qu'il y a une spiritualité dans votre vie alors? Ah oui, très forte. Et qui se manifeste comment alors? Peut-être justement le fait que pour moi, il n'y a pas de génération spontanée. On vient véritablement, enfin, je sens d'une façon très forte, très intime, que je viens de génération et génération avant moi. Il y a toute une histoire. Alors, et il y a une foi aussi dans une élévation possible. Je ne sais pas, c'est des mots un peu... C'est peut-être très simpliste, mais je ne me sens pas toute seule, en tout cas. Je ne sais pas comment vous dire. Vous sentez accompagnée, en tout cas, par les générations précédentes. Oui. Le lien n'est pas rompu. Oui. Non, il n'est pas rompu. Ouais. Et pour moi, c'est important de transmettre aussi. C'est très important. Et voilà. Enfin, il y a un sens, pour moi, de la vie qui est... Le sens profond, pour moi, c'est avec tout ce dont j'ai hérité, de me dire que ma vie va me servir à grandir, à tout faire pour aimer de plus en plus la vie. Et aimer la vie, pour moi, c'est une chose qui m'a été donnée, mais que je continue de nourrir, d'alimenter. J'aime vivre profondément. Il y a un sens pour moi profond à ça, qui est de grandir intérieurement, Mais par des lectures, par l'art, par des discussions, par l'art. Par l'art, ça. Indépendamment de votre art premier, qui est le jeu. Oui. Ah oui. Pour moi, la vie ne vaut pas d'être vécue sans ça. Alors l'art, par exemple, quel art vous intéresse? La peinture, moi, me fascine et me passionne et me réconcilie avec le monde. La musique m'apaise et me rend la joie quand je suis désespérée. Vous avez un peintre ou un musicien particulier qui vous accompagne? Alors, ça dépend des périodes. Ouais. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il y a la voix d'Ella Fitzgerald en permanence. Et comme il n'y a pas de hasard, dans le spectacle des Inséparables, Ladislas a eu l'idée de mettre ce morceau magnifique, The Man I Love, qui est magnifique et qui est chanté par Ella Fitzgerald. C'est une merveille. Après, ça peut changer. Voilà. Et au niveau peinture? Peinture, j'aime des choses très différentes. J'ai eu un choc, avec mes enfants d'ailleurs, on a eu un choc quand on est allé voir l'exposition Basquiat il y a quelques années, qui était une pure merveille. La sculpture aussi, il y a quelques années, j'ai découvert un sculpteur, je ne vais peut-être pas retrouver son nom, du Chauvel, je crois, ou du Vauchel. Je ne sais plus exactement son nom, c'est dommage parce qu'il a un talent. Ça va peut-être me revenir pendant l'émission. Voilà. Bon, c'est des rencontres, des lectures aussi. Il y a un livre d'Étienne Soun qui s'appelle Une vie bouleversée, qui est un livre qui, moi, m'a réparé, vraiment, à certains moments de ma vie. Enfin, une première fois quand je l'ai lu, sur la foi, d'ailleurs, et sur l'espoir, et sur le sens de la vie, et sur le courage, et sur l'émerveillement de ce que c'est que la vie. Et surtout, avec ce que cette femme a traversé, garder cet émerveillement, je trouve que c'est
Enfin, c'est des cadeaux incroyables. Et Etty Hillesum, elle était juive, hein, on va rappeler qu'elle est morte Oui. À Auschwitz. Elle était juive un avec parcours une de vie incroyable. Incroyable, avec une révélation à travers la lecture de Saint-Augustin, une révélation. Et donc, je crois qu'elle s'est convertie, ou si elle n'a pas eu le temps de le faire, en tout cas, elle s'est convertie dans son cœur. Et elle a eu tout un parcours, effectivement. Mystique, en fait. Totalement mystique et philosophique, évidemment. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous accompagne. Ah oui, parce que c'est une déclaration d'amour à la vie. C'est une déclaration d'amour à l'humanité, malgré tout. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est qu'elle désacralise le mal. Et ça, c'est très important. Quand il y a eu les attentats, par exemple, on l'a tous vécu, ça a été une déflagration. Il y a eu tout à coup une peur incroyable qui est arrivée pour nous, pour nos enfants, pour la parole, la liberté, l'art. Enfin, ça a été terrible. Et dédiaboliser, déjà, cette violence. Elle le fait à travers... Il y a une scène dans ce livre, une scène qu'elle a vécue, qui m'avait bouleversée et fait sourire. Une scène, parce qu'elle va se déclarer à la Gestapo avec sa famille. Et le type qui les reçoit terrorise absolument tous les gens qui sont là et qui viennent pour se déclarer en tant que juifs. Et elle le regarde et elle sourit, parce qu'il la fait rire, parce qu'il est dans une telle posture de méchant, c'est tellement caricatural ce qu'il représente, qu'il la fait rire. Et il est outré. Mais en fait, elle le désarme totalement. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire ? Quelqu'un qui ne vous prend pas au sérieux. C'est le fameux « vous n'aurez pas ma haine ». Oui, voilà, on retrouve ça. Et voilà, mêler un courage, et une lucidité, une clairvoyance sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Où est le joyau, où est la source, et où sont les clowns. Ce serait totalement incroyable que vous puissiez incarner cette Etty Hillesum. On me l'a proposé 2 fois. Non. Et vous avez dit non ? J'ai dit non 2 fois. Oui, parce que... Pourquoi donc, Valérie ? Parce que je pense que c'est... En tout cas, sur les 2 adaptations qu'on m'a proposées, c'est une pensée d'une force inouïe. Mais que vous comprenez de l'intérieur, vous, puisqu'elle vous accompagne. Oui, bien sûr, mais la forme... comment dire, l'adaptation déjà de l'écriture, l'adaptation, la forme, la vision même du metteur en scène ou du réalisateur. Je crois d'ailleurs que Isabelle Adjani avait le projet elle voulait incarner Etty Hillesum. Elle n'y est pas arrivée parce que je pense que quand si on capte un tant soit peu l'intensité et l'importance de cette parole. On ne peut pas la galvauder, on ne peut pas passer à côté. Et donc, c'est un niveau quand même, si vous voulez, c'est des gens qui sont passés par... C'est une personne qui est passée par une forme de clairvoyance, de lucidité, d'humanité extrême. Voilà, c'est pas rien. C'est un vrai cadeau que vous nous faites, Valérie Carcenti, d'évoquer cette figure forte de la religion, on va dire, de la philosophie aussi, du mysticisme. Etty Hillesum, tout le monde ne la connaît pas. Et je trouve ça bien que vous puissiez nous aider à la connaître encore plus en l'évoquant dans cette émission. Alors, on va reprendre un petit peu de légèreté. On a une petite surprise pour vous, Valérie. Oui. Nous avons un invité mystère au téléphone, figurez-vous. Voici donc la séquence du coup de fil inattendu. Regardez vers moi, Valérie, s'il vous plaît. Elle commence à regarder dans le retour télé, des fois que la photo de l'invité s'afficherait. Voilà, donc nous avons quelqu'un au téléphone et vous allez tout faire pour essayer de deviner qui est cette personne. Je vous donne un premier indice, vous connaissez cette personne. C'est un sacré indice, ça. Et on parle... Oh là là, merci. Ne me remerciez pas, Valérie. Donc vous allez lui poser des questions. Bonjour, invité mystère. Bonjour. Je sais qui c'est. Bonjour. Ah, elle a dit je sais qui c'est. C'est une blague. Je suis sûre que je sais qui c'est. Ah bon? Oui, c'est une blague. Non mais bon, on va jouer. Ah non, bah, si vous savez qui c'est, dites-le. Est-ce que c'est Fred Bourali? Est-ce que vous êtes Fred Bourali? Non, mais je viens de le croiser à l'instant. Ah mince alors. Elle était très sûre d'elle, chère invitée. Oui, hein, sur le bonjour, j'étais sûre de moi. Bon alors, je continue. Alors, faut lui poser des questions. Ah, faut que je lui pose des questions. Est-ce qu'on travaille ensemble?
Oui. Est-ce qu'il y a un frigo dans votre loge? Oui, et d'ailleurs, certaines personnes l'utilisent à mon insu. Je sais qui c'est. Ah, bah alors, c'est qui alors? C'est Didier Bourdon. Mais oui, c'est Didier Bourdon. Merci infiniment, cher Didier, de participer à ce VIP de Valérie Carcenti en tant qu'invité plus mystère du tout, hein, cette fois-ci. Oui. Je suis contente Mais de t'avoir. sur Fred Bourali, c'est très étonnant parce que je viens de le croiser à l'instant, C'est vrai. Valérie. Nous sommes rentrés dans le même endroit pour acheter nos pâtes pour avoir l'énergie ce soir sur la scène. C'est incroyable. Non, mais la vie des Incroyable. comédiens est dingue. Hein. Vous avez des C'est vies de dingue. merveilleux, c'est incroyable. Bon. Alors, cher Didier, comment vous la décririez, notre Valérie? Moi, je l'ai trouvée totalement fantastique sur scène, mais vous la connaissez évidemment bien mieux que nous. Comment vous la décririez, cette Eh ben, actrice-là? dans la vie, c'est pareil que sur scène, fantastique. Voilà. Non, c'est toujours gênant de dire ce qu'on pense comme ça quand la personne nous écoute, parce que il y a beaucoup de pudeur entre nous, mais beaucoup d'admiration. Voilà. C'est une personne, je crois que les gens l'ont ressenti. C'est une personne très rare. Voilà. Vous êtes dans la pièce, Didier, parce que Valérie a pensé à vous pour ce rôle-là. Ça vous a surpris au début quand on vous a proposé le rôle? C'est-à-dire que quand j'ai lu la pièce, que j'étais vraiment bouleversé par la proposition en plus des deux rôles, parce que ça oscille entre... je m'entends en écho, donc c'est un peu bizarre. Hein. Vous m'entendez là? On vous entend super bien, nous, Didier. Vous inquiétez Parce pas, que mais moi, je comprends que ce j'entends, soit gênant pour vous, oui. Oui, parce que comme je joue déjà deux rôles dans la pièce, j'ai l'impression d'avoir aussi... Non, oui, j'ai été bouleversé par le pièce, parce que c'est vrai qu'il y a deux rôles magnifiques qui oscillent entre l'humour, le drame, l'émotion, la sensibilité. D'ailleurs, je pense que Valérie, je la connaissais bien sûr, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui, bien sûr. Mais j'ai été très touché et aujourd'hui flatté, parce que connaissant Valérie, je me suis dit que voilà, c'était un honneur qu'elle ait pensé à moi. Quoi. T'es bête. C'est pas un honneur, c'était une évidence absolue. C'était évident. Merci. Bah oui, Parce c'est que- pour lui. Et on travaille ensemble, on s'amuse aussi, parce que c'est vrai que tout. c'est un gros challenge tous les soirs sur scène, mais c'est un plaisir incroyable. Et on est récompensé à la fin par un public qui je pense, vraiment est... Ah, totalement enthousiaste, hein. Je témoigne. Je témoigne. Vous avez quelque chose en commun, tous les deux, c'est d'être des figures extrêmement populaires. Les gens vous connaissent, les gens vous aiment. Et c'est ce que je disais à Valérie au début d'émission, ça n'empêche pas d'aller vers des rôles beaucoup plus pointus, des rôles d'une grande finesse. Et Valérie me disait en loge tout à l'heure, elle me disait, mais vous savez, Didier, il a déjà tout joué. Il a joué tous les personnages. C'est vrai, hein, Valérie? Mais oui, parce que ce que je rappelais, c'est que Les Inconnus, vous jouiez des personnages. Vous aviez plein de personnages. Voilà, c'était. Oui, on incarnait... Bah oui. c'est le fait d'être à trois. Je pense que seul, bien sûr, ou deux sur scène, c'est pas le même travail, mais à trois, on a vraiment, on a mis du théâtre en sketch, quoi. Il y avait aucun clin d'œil avec le public quand on a été sur scène. On a incarné, même quand je faisais Télémagouille, où je regardais le public, c'était le public de l'émission de télé, c'était pas le public du théâtre qui venait nous voir, quoi. Et donc c'était, on incarnait des personnages. C'était un travail magnifique, hein, bien évidemment aussi. Oui. Voilà. Et là, sur scène, là, c'est un peu différent, bien évidemment, mais en même temps, c'est toujours essayer d'incarner. Ça veut dire vraiment prendre ne plus être soi et être soit Samuel, soit Gabriel, en ce qui concerne la pièce des Inséparables qu'on joue au Théâtre Berthaud. Vous savez que le côté dramatique du rôle vous va très très bien, hein, Didier Bourdon. C'était, Hélas. moi j'avoue, vous avoir... Il a dit quoi? Hélas. Hélas. Non mais j'avoue que très honnêtement, autant Valérie, je l'avais déjà vue jouer au théâtre, je savais la comédienne qu'elle était. Vous, je vous cache pas que je vous attendais au tournant et vous étiez là au tournant. Hein, vous étiez, je vous ai trouvé fantastique, franchement. Il l'est. Alors, vous n'avez pas vu La Mort dans l'âme dernièrement sur France 2, parce que là, c'est... Ah non, désolée. Non, mais c'est vrai que il est Didier. dur à rager, ouais. Oui, mais bien sûr, mais c'est vrai que avoir un succès populaire comme Didier l'a eu pendant des années et comme je l'ai depuis quelques années avec Scène de ménage, ça a énormément d'avantages, mais on marque tellement les gens Bah oui. que bon, voilà, ils nous associent à ce type de rôle.
Ils n'imaginent pas qu'on puisse faire autre chose. Mais en réalité, Oui, on mais est alors, comédiens, ce sont des personnages. Pour la qu'on joue. petite cuisine, enfin interne, quand je faisais, par exemple, je parlais de Télémagouille, Stéphanie Monaco, quand elle pleure parce qu'elle ne comprend pas de Hardy, et vous m'avez dit de dire Hardy, je peux vous dire que plus je pleurais sincèrement, et c'était fatigant à jouer, plus les gens rigolaient, et c'est le même travail, quoi. Il n'y a pas de clin d'œil. Mais ça, c'est vrai que vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte, parce que comme ça a fait rire et tout, mais pour le travail d'acteur, en fait, c'est la même chose. C'est quand sur scène, dans Les Inséparables, j'insulte mon fils, et c'est pas toujours facile à faire parce que c'est violent. Même en matinée, comme on le dit souvent, il y a parfois des personnes plutôt âgées, et encore, paraît-il, même des jeunes qui manifestent une réprobation en direct. J'ai presque envie d'arrêter de jouer en disant, vous savez, attention, c'est une fiction. mais ça part toujours du, essayer de travailler, d'oublier un petit peu aussi qui on est. Ça, tous les acteurs vous le diront. C'est ça qui est magnifique, c'est que les musiciens aussi, je crois, les artistes, certains, c'est que d'un seul coup, on est le personnage, et c'est très, très étonnant. C'est même magique, hein, même après des années d'expérience, c'est toujours magique, quoi. C'est vrai que vous incarnez deux personnages différents, et vous incarnez aussi bien la douceur que la violence, et les deux vous vont particulièrement bien. C'est assez étonnant à voir, mais c'est très réussi. Enfin, franchement, bravo à tous les deux. Bravo. Vous nous révélez un truc que vous n'avez pas le droit de révéler sur Valérie Carcenti? Un truc inavouable, vous savez, un petit péché mignon. Bah, il va pas l'avouer. Si, je vais l'avouer, je ne savais pas, mais pour la pièce, on a été aidé là pour avoir l'allure un peu de peintre, par un peintre fameux qui s'appelle Alain Bonnefoy, qui est vendu dans le monde entier, et qui a son atelier à Montmartre, là où j'habite d'ailleurs. Et en fait, j'ai appris qu'elle a été un modèle pour Alain Bonnefoy. Donc, ça, c'est une petite info. Mais vous avez été modèle? Réellement? Modèle, ça veut dire, dans un mot croisé, en général, c'est modèle, il y a deux lettres, c'est nu. C'est nu en général, ouais. C'est vrai. Ah oui, on avait compris. Alain Bonnefoy, il connaît plus de secrets que Valérie. C'était une bonne info, Didier. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. À tout à l'heure. Merci, Didier. À tout à l'heure. Je t'embrasse. Bonne continuation à vous, Didier Bourdon. Merci. Ah oui, donc l'art, vous avez plongé dedans aussi en tant que modèle. Oui, j'allais jouer un spectacle sur Modigliani. Ah. Je jouais Béatrice Hastings, qui a été une de ses muses avant Jeanne Hébuterne. Et j'en parle à un dîner. Et la maman d'un ami de l'époque me dit « Ah, mais moi, je connais bien Alain Bonnefoy. » Et alors, toute cette époque du Montparnasse, on y revient, enfin, des années 1900, là, c'est antérieur, 1910, tout ça, il connaît tout. L'effervescence. Toute l'effervescence. Artistique de Montparnasse. Voilà, l'école de Paris, tout ça. Bien sûr, l'école de Paris, oui. Elle me dit, appelle-le de ma part. Moi, je ne savais pas qui était Alain Bonnefoy. Donc, je l'appelle, tranquille. Il me fait, ah bah oui, passe à mon atelier. Je rencontre un type très, très gentil, très bonhomme. J'arrive dans un atelier, mais sublimissime. Je découvre l'étoile qu'il fait. Donc, mais elle m'avait dit qu'il faisait des nus. Des choses d'une beauté incroyable. Puis, on se parle, il me fait un thé, tout ça. Il me raconte plein de trucs sur Modigliani, sur Utrillo, sur Picasso, sur Soutine. Enfin, vraiment, sur tous les personnages de la pièce. Et puis, il me dit, et à un moment donné, il me dit, mais ça vous intéresserait pas de poser ? Je sais pas. Bah, il me dit, essayez. Okay. Et ce type était tellement, je sais pas comment vous dire, tranquille, quoi. Bah, je l'ai fait. Ça désarçonne. Oui. Et en fait, ce qui était surprenant et rassurant, évidemment, c'est que j'ai commencé je me suis déshabillée. Et lui, comme il travaillait, et il continuait de me parler exactement. Enfin, on continuait la conversation d'avant. C'est-à-dire que pour lui, voilà, j'étais un modèle, j'étais pas autre chose. Et il a commencé à me dessiner. C'était très beau parce qu'il faisait des croquis. Il dessinait comme ça très très vite, ou peut-être à l'aquarelle, je me souviens plus. Et c'était des bouts de feuilles de dessin et qu'il jetait par terre après. Et il recommençait tout en me parlant. On discutait. Et moi, je voyais des bouts sublimes par terre, comme ça. On est chez les fous. Et à la fin de cette séance, ça dure à peu près une demi-heure. Il m'a dit, écoute, si tu veux, il y a un modèle qui peut pas me suivre en Toscane. Là, je pars 3 semaines. Si tu veux venir, viens. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à mon chéri, je dis, ça t'ennuie pas? Il me dit, non, vas-y, c'est génial. Et hop! Donc, j'ai posé 3 semaines pour lui. Il m'a appris des choses absolument extraordinaires. Enfin, je suis arrivée sur ma pièce, j'étais nourrie de chez nourrie. C'était merveilleux. Et j'ai découvert la Toscane. Et c'est resté un ami qui est venu depuis
nous aider là sur la pièce, en tout cas nous donner quelques détails sur le positionnement de la main pour Didier, pour moi, sur les portraits. Mais je crois que vous étiez tout ça. particulièrement crédible effectivement sur ces grâce à Alain. scènes-là un peu techniques, on va dire. C'est grâce à Alain. C'est une belle histoire que vous nous racontez, Valérie. Vous savez quoi ? En cadeau, je vous propose d'entrer dans la prochaine séquence de l'émission, qui est une séquence qui s'appelle Maître mot. Oui. Vous vous êtes entendu quand vous m'avez dit oui, là ? C'était Liliane, hein ? Non. Ça vous a fait oui. C'était la voix de Liliane, là, quand même. Alors, Maître mot, c'est une citation. L'invité arrive avec une citation de son choix. Et je crois que vous avez eu beaucoup de mal à la choisir, cette citation. Pourquoi donc ? Oui, mais c'est intéressant en même temps. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Parce que forcément, avec ce que j'ai lu dans ma vie, forcément... Tout ce que vous avez joué comme pièce, que ce soit au théâtre, la télévision, le cinéma, enfin, des citations, vous en avez quelques centaines, non ? Mais oui, mais en réalité, si vous voulez, c'est un peu comme les gens qui vous racontent des blagues. Moi, ça m'ennuie, les gens qui connaissent des blagues par cœur. Il y a des gens qui vont dire oh non, mais c'est vrai. Les gens qui connaissent des blagues et qui racontent des blagues, une blague, ça va. Au bout d'un moment, en fait, les citations, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on tombe parfois sur une chose, on la lit, on la relit, on a l'impression qu'enfin, il y a une communion entre l'auteur et soi, on est moins seul. On se dit mais oui, j'aurais jamais pu l'exprimer comme ça, mais quelle merveille. Et c'est comme un cadeau, on la prend. Oui. Mais on n'est pas obligé de la prendre par cœur pour la redire. Oui, alors tu sais. Mais moi, je les note, moi. Vous les notez ? Ouais. Et vous ne le faites pas. Donc, Moi, vous avez du mal à trouver la bonne citation. Moi, je ne ça y le est, fais je pas. comprends. Voilà, je ne le fais pas parce qu'une fois que je l'ai reçu, après, c'est en moi d'une certaine façon et voilà, et je m'en resserre autrement, mais ce n'est pas forcément pour la dire. Mais, à force de chercher, il m'est revenu en fait une phrase que dit Don Juan. Donc, c'est Molière, Ouais. Don Juan, et qui m'avait marqué à l'époque quand je prenais mes cours de théâtre. Donc, c'est très ancien et ça m'a marqué. Alors, c'est une phrase, évidemment, il parle de son besoin de conquérir les femmes. Donc là, je ne peux pas me l'approprier pour moi, mais je trouve cette phrase Je magnifique. suis en train de me dire quelle phrase de Don Juan elle va nous sortir, parce que Don Juan, c'est quand même très... C'est rien ne peut arrêter l'impétuosité de mes désirs, je me sens un cœur à aimer toute la terre. C'est très joli. Et cette phrase-là... Je ne l'avais jamais sortie de Don Juan, celle-là. Cette phrase-là, elle m'a marquée parce que moi qui étais très timide et... voilà, et finalement assez peu armée, enfin avec peu de... Oui, armée, est-ce qu'il faut être armée Pour faire enfin ce métier-là ? Parce que vous avez démarré jeune. Beaucoup en de plus, choses. vous. Pour faire ce métier, pour en tout cas prétendre cette légitimité-là, j'ai mis beaucoup de temps à me l'accorder. Mais il y avait une flamme intérieure. Et je pense que cette phrase a fait écho à cette flamme sans que je l'analyse à ce moment-là. Il y avait une flamme qui brûlait intérieurement, malgré cette timidité, malgré cette peur de m'affirmer, et qui est là, et qui finalement maintenant, j'ai l'impression, est là en permanence, c'est-à-dire cette envie de vivre, de manger la vie, de l'embrasser, c'est là. Et c'était déjà là, mais ça avait tellement peur. Ouais. Et cette phrase m'est revenue, et elle m'est revenue que ce matin. Vous savez, c'est quand même incroyable, Valérie, parce que quand on vous écoute parler, quand on vous regarde parler, et moi j'ai le cadeau total d'être à quelques centimètres de vous, on voit la petite fille que vous avez été. Il n'y a eu aucune rupture, on a l'impression, entre la petite fille, la petite Valérie et la femme que vous êtes aujourd'hui. Je me trompe ? Je ne sais pas. Moi, je sais qu'à 24 ans, j'ai eu un moment de dépression. Ce n'est pas vraiment la dépression diagnostiquée, mais vraiment un moment de vie très difficile. Une séparation, et je suis et reste une grande amoureuse, donc j'ai cru que je n'allais jamais m'en remettre. Et puis aussi un moment où, justement, ce dont je parlais au début de l'émission, un moment où il fallait que je m'occupe de moi et que, justement, je me retourne et que je vois d'où je venais, que je fasse la paix avec tout ça, et que d'une certaine façon, on dit en psychanalyse que le dernier enfant est la dernière chance, c'est-à-dire sur les histoires de famille compliquées, où il y a des fantômes, où il y a des névroses, où il y a des choses douloureuses, on dit souvent que le dernier enfant est la dernière chance, c'est-à-dire celui qui peut éventuellement réconcilier, apaiser et faire le pont avec la génération d'après. Et il y a un moment entre... Le moment où je suis allée à la Sorbonne, il y a eu un moment où il a fallu, moi, que je m'occupe de
de comprendre un peu d'où venaient toutes ces émotions, toute cette fragilité, toute cette incapacité à oser, tout ça, et que je m'occupe de moi. Voilà ce que j'ai fait. Et avant de commencer à faire un travail, je suis retournée chez ma mère parce que j'étais vraiment dans une impasse. Et elle a fait un truc génial, elle m'a proposé, elle m'a dit « Est-ce que tu veux voir les films de ton enfance ?» Et mes parents avaient une caméra Super 8, il n'y en avait pas beaucoup, et ils filmaient beaucoup. Et j'ai regardé tous les films, et en fait, je me suis retrouvée grâce à ça. C'est-à-dire que j'ai vu une petite fille qui avait une joie de vivre incroyable, du caractère, qui était audacieuse, qui dansait, qui chantait et tout, et ça m'a permis de me retrouver, ça. Voilà, donc tant mieux si elle est encore là, cette petite fille. En tout cas, on l'aperçoit de manière extrêmement nette, Tant ce mieux. qui n'enlève rien à une féminité totale, mais c'est assez... c'est jubilatoire, en fait. Je crois que c'est le mot. Merci. Alors Valérie est venue avec un objet qu'elle cache bien, parce qu'elle a compris que je n'aimais pas voir les objets avant le début de l'émission. Voici donc notre séquence complément d'objets. Bon, déjà, c'est pas très gros, hein. C'est pas très gros, mais en plus, je vais tricher, je crois. C'est-à-dire? J'en ai deux. Alors, par Ah, un mais objet c'est pas grave. impossible. L'objet impossible. Alors bon, grâce à vous, j'ai compris, enfin j'ai réalisé que j'étais pas du tout fétichiste. Je ne suis C'est ni bien. fétichiste, ni superstitieuse. Ni matérialiste. Je n'ai aucun gris-gris, je n'ai rien. Cherché, dans toute ma maison. Et puis, à un moment donné, je suis allée chercher dans ma boîte à bijoux en me disant bon, et j'ai trouvé cette bague, qui était là, mais vous l'aviez pas vue, qui appartenait à ma grand-mère et que ma mère m'a donnée. Donc c'est une bague quoi, en argent avec un Alors, diamant, c'est c'est une ça? bague en or blanc. Or blanc. Et il y avait avant un diamant qui a Oui. été perdu et qui a été remplacé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, par une petite aigue marine, ou je ne sais pas exactement, et maman me l'a donnée. Et je me suis dit, bon, voilà. Et puis, j'ai trouvé ça après. Ça, c'est... Attendez, non, c'est moi qui devine. Alors, ça, c'est une tête de clown en pâte à sel. Ouais, C'est ça? exactement. J'ai gagné ? C'est une tête de J'ai clown gagné. en pâte à sel, et c'est une tête de clown qui a été faite par un de mes deux fils. D'accord. Et voilà. Alors moi, je serais quand même très curieuse de connaître le lien entre un vrai objet de transmission, à la bague qui se transmet grand-mère, mère, fille, etc. Voilà. Et Vous avez une génération précédente, avec de femme en femme. La grand-mère, bien sûr. Voilà, la ma bague. grand-mère, ma mère, puisque ma maman l'a portée. Voilà, Ouais. ça c'est mon fils. Et alors j'adore ça parce que le clown c'est très important dans ma vie. Dans les vies de Extrêmement. tous les comédiens aussi, non? Je À un sais moment, pas. on trouve son clown, non? Pas forcément? Je pense qu'il y a des comédiens qui passent pas par là. Ouais. En Vous, tout votre cas- clown, c'est Liliane, hein, on est d'accord? Aujourd'hui, mon clown, c'est Liliane. Ouais. Mais j'ai eu un moment où j'ai fait un stage de clown avec un monsieur qui s'appelle Jacques Adjage, et c'était merveilleux, ce stage. Et ça m'a complètement libérée au niveau du jeu. C'est-à-dire que mon clown, puisque je l'ai trouvé, est un clown totalement barjot, très, très joyeux, Sans blague. très amoureuse, très, très, très amoureuse. Il a beaucoup de chance, votre mari, alors. Voilà, très... alors, comme c'est un clown, il faut que j'assume, quand même, limite nymphomane, quand même, un petit peu scatologique, totalement dingue. Et ça m'a libérée du côté joli, du côté... Propre sur elle, très bien élevé, très poli. très poli, Mhm. très diplomate, etc. Ça m'a libérée d'avoir un clown aussi barjot et qui était aussi flippant tellement ses désirs et sa folie étaient assumés. Voilà, donc quand un de mes fils a fait ce petit clown, je le trouve... Ce qui est merveilleux chez le clown, c'est que c'est à la fois drôle et c'est incroyablement triste. Incroyablement tragique. Incroyablement Ouais. tragique. Et il y a ça, et c'est pour ça que j'aime tellement Liliane aussi, parce que Liliane, elle fait rire, et elle me fait beaucoup rire, mais en fait, je ne travaille que sur les misères de Liliane. C'est une femme totalement dépressive, hein. Elle boit de l'alcool, elle prend des cachets, elle est totalement insatisfaite de sa vie, mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'elle ne juge jamais sa vie, et elle ne juge jamais son mari. Et elle essaie toujours de tirer tout le monde, c'est un peu le mythe de Sisyphe, elle essaie de tirer tout le monde vers le haut et tout s'écroule ça désespérément. dégringole derrière. Et ça recommence. Mm. Voilà, petit clown. Vous en parlez très bien, en tout cas. Alors maintenant, je vais vous poser des petites questions qui font partie d'un questionnaire dont les questions varient d'ailleurs en fonction de l'invité. Il s'agit du questionnaire inattendu. Oui, on plonge? Allez. Oh bah c'est parti, questionnaire inattendu. Oh bah tiens, je vais choisir les plus difficiles. Alors, qui est-ce
que vous choisiriez, vous, Valérie, pour mettre sur un billet de banque? Une femme, déjà. D'accord. Je suis très contente que Simone Veil rentre au Panthéon. Tiens, Simone Veil, allez, hop. Hop, ça, c'est fait. La décision est souvent l'art d'être cruel à temps. C'est du Henri Beck. Ne me demandez pas qui est Henri Beck. Quelle décision vous a coûté? La décision est souvent l'art d'être cruel à temps. Ma question est, quelle décision vous a coûté? Peut-être renoncer à quelque chose ou... Ah, j'avais dit que je choisissais les plus durs. Qu'est-ce qui m'a coûté comme décision? Oh là là. Il n'y a aucune décision de... Vous n'avez jamais renoncé à un rôle vous avez regretté votre choix ou des choses comme ça? Ah non, alors j'ai aucun regret. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un regret. Vous ne fonctionnez pas comme ça? C'est intéressant. Non. Je n'ai, mais vraiment, sincèrement, aucun regret. Donc, quand vous dites non à quelque chose, la page est tournée. Oui. Et vous vous enquillez sur autre chose. Oui, absolument. D'accord. D'abord parce que pour me faire renoncer, il faut qu'il y ait des bonnes raisons. Donc, voilà. Non, il n'y a pas de regret. La cruauté, c'est une chose que je ne connais pas vraiment non plus. Je la reconnais, je la vois. Je l'ai très peu subie. J'espère ne l'avoir jamais trop fait subir. Mais les décisions sont pour moi plus libératrices que cruelles. Je ne sais pas comment vous dire. Bah, très bien, c'est une réponse à la question, il Voilà. n'y a pas de souci. Alors Valérie, si vous pouviez être plus que vous, qui ou que seriez-vous? Une Valérie au cube? J'aimerais être... parfois, j'ai l'impression de me noyer un petit peu dans un verre d'eau. C'est-à-dire, parfois, j'ai l'impression... Parce que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'envie. Et puis, parfois, je ne prends pas le temps de me poser et de prendre plus de distance avec les choses. Voilà. Donc, j'aimerais bien réussir, tout en étant aussi investie, à réussir à mettre plus de distance avec les choses, à être plus... Il y a, sur un tournage qui avait été très très difficile, la deuxième saison de Maison Clos, j'étais revenue en me disant... Sur Canal+. Sur Canal+, Oui. et je m'étais dit non, Valérie, maintenant... Formidable rôle. Voilà, l'investissement, c'est important, il ne faut surtout pas enlever ça, mais il faut réussir à se protéger. Et j'avais fait une initiation à la méditation transcendantale, qui a été une belle découverte. Mais ça me ressemble, c'est-à-dire que j'ai plongé, j'ai trouvé ça merveilleux, sauf que c'est quand même 2 fois 20 minutes par jour. Ouais. Donc vous avez lâché. Et je me suis dit, ok, c'est une initiation que j'ai eue, j'ai ça dans ma besace, là pour l'instant je n'y arrive pas. J'ai mes 2 enfants qui étaient encore petits, voilà, j'y arrive pas. À un moment donné, je pourrais m'en servir, donc plus tard. D'accord. Quel est le lieu qui vous ressemble? Le lieu ou la vue? Qui me ressemble, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que je ressens, ça me manque en ce moment parce que je ne quitte pas Paris, mais dès que je suis dans un paysage, je vais essayer de vous le décrire, un paysage légèrement vallonné, avec une vue très, 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 très large, et que je peux voir la mer, là, je me sens en paix. Plutôt mer que montagne, alors. Ouais. Ouais. Quel talent aimeriez-vous avoir et que vous n'avez mais vraiment mais pas du tout, quoi? J'aurais aimé chanter, j'aurais aimé avoir la voix d'Ella Fitzgerald. Ah oui. Parce que il y a l'interprétation, comme dans le métier de comédienne, mais il y a la musique en plus. Et la musique, c'est une chose qui saisit les cœurs les plus secs. Il y a quelque chose dans la musique qui est... Voilà, ce que je disais tout à l'heure, qui réconcilie, qui apaise, qui fait aimer la vie, voilà. Merci, vous êtes très bien débrouillée pour ce questionnaire inattendu. Bon, tant mieux. Et est-ce que vous avez eu envie, pour reprendre sur votre métier, vous dites actrice ou comédienne, vous? Je dis comédienne. Comédienne. Sur votre métier, C'est pareil, oui, c'est pareil, de comédienne. Vous n'avez jamais eu des envies d'écriture, de réalisation, de mise en scène, parce que vous avez quand même une certaine profondeur, on voit que vous avez une hauteur de vue aussi. C'est pas quelque chose qui vous titille? Maintenant, vous avez aussi une certaine expérience. J'ai coécrit il y a quelques années 2 petites pièces, dont une qui a une belle vie
Voilà, grâce à Pierre Debauche qui est parti il n'y a pas longtemps et qui a été une rencontre très importante. À un moment où je travaillais pas beaucoup comme comédienne, j'ai fait un stage pour lui, il m'a incité à écrire et j'ai fait ce stage d'écriture et puis il m'a libéré de beaucoup de choses, Pierre, il m'a donné l'autorisation de beaucoup de choses. Donc voilà, et grâce à Scène de ménage, les acteurs récupèrent les textes et on fait une journée complète de lecture de textes sur lesquels on retravaille. Il y a ceux qui sont tellement sublimes qu'on n'a rien à y faire. Il y a ceux qu'on met de côté parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous. Et puis il y a ceux qu'on retravaille. Et à force de retravailler avec le directeur d'écriture, le réalisateur, Frédéric Bourali, la script, tout ça, tout d'un coup, je me suis mis à écrire, à me rendre compte que l'écriture était une chose peut-être possible. Et là, je coécris avec un ami un scénario. Voilà, donc c'est en cours. On travaille. Alors c'est un travail qui est un travail de l'ombre, hein, qui est un travail oui, mais ça me va très bien, de rigueur. C'est un travail très très intime. En fait, on a tous des boîtes avec des trésors dedans, des choses qu'on a traversées, des souvenirs magiques, des images, vous voyez, on a tous ça. Et en fait, écrire, c'est ouvrir ces boîtes et prendre ce qu'il y a de plus précieux, je pense, de plus intime, de plus précieux, et se servir de ça pour essayer de raconter une histoire. On est à la fois à l'intérieur, en même temps, c'est une forme de communion, Enfin, c'est assez beau, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, j'adore ces séances d'écriture. Elles sont très importantes pour moi. Ouais. Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit rapidement. Vous avez dit, voilà, j'ai fait ce stage d'écriture à un moment où ça n'allait pas fort pour moi comme comédienne. On sait très bien que vos métiers sont en dents de scie. C'est des métiers où il faut tenir. Il y en a beaucoup qui ne tiennent pas, qui n'arrivent pas à en vivre. C'est dur. Hein. Voilà. Moi, je ne m'étais pas imaginé honnêtement que vous aviez eu des débats. Mais tout le monde, comme tous les acteurs. Et qu'est-ce qui fait que vous tenez dans ces moments-là? Enfin, qu'est-ce qui fait que finalement, on ne change pas d'orientation, on n'arrête pas, on ne se lasse pas, on ne déprime pas Il y a une foi, il y a une force incroyable intérieure. Et puis, moi, je m'en suis occupée. J'en ai profité pour m'occuper de moi. Donc, ce que je disais tout à l'heure, un peu commencer un travail, tout ça. Donc, ça a été très bénéfique aussi. C'est Jouvet qui disait « Tant vaut l'homme, tant vaut le comédien ». On fait avec nous. On traverse la vie et les rôles qu'on a au fur et à mesure de notre vie, le fait de vieillir, toute cette expérience, toutes ces choses qui nous traversent, elles nous servent. Matière, c'est nous. Hein. Donc voilà, cette époque-là était très importante pour moi et d'une certaine façon, ça m'a permis de redéfinir les raisons profondes pour lesquelles je voulais m'engager dans cette voie. De rechoisir, finalement. Oui. De rechoisir. Ouais. Vous écrirez un jour votre propre Et il somme, vous croyez? Non. Ce par quoi elle est traversée, je le souhaite. Ce qu'elle a traversé, je le souhaite à personne. Non, mais de l'écrire vous, puisque vous avez refusé 2 fois le rôle tel qu'on vous le proposait. Ah, vous voulez dire l'adaptation? Oui, de vous écrire une adaptation théâtrale ou mais vous savez quoi? ou... En réalité, ce que cette pensée m'a apporté, ce que cette femme a transmis, je m'en sers en réalité. Ouais, et je m'en sers même dans mes rôles. Transmettre à nous, maintenant. Mais je le transmets. Par elle. Je le transmets par elle. Et c'est en ça qu'acteur aussi, c'est magnifique. C'est que c'est que ça transparaît même de façon inconsciente. Et par moments, justement, sur la violence, sur la folie, sur des choses auxquelles on est confronté, devant lesquelles on est totalement désarmé, je suis certaine que sa force, son intelligence, sa philosophie, sa pensée profonde, sa foi dans l'humanité malgré tout, m'aide à digérer, à me positionner et à me débarrasser de parfois ce à quoi... voilà, ce qui parfois m'agresse, comme vous, comme chaque être humain. Donc...
Merci pour ces belles paroles. On va rentrer dans la toute dernière séquence de l'émission. On aurait pu l'appeler page blanche, on l'a appelé livre d'or, tout simplement. Ceci est le livre d'or de l'émission. Ceci est un crayon bleu. Ceci est une invitée de VIP qui, ma foi, a quelques secondes pour nous faire une petite dédicace. Alors, ça peut être un dessin, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Ah, c'est marrant. Vous voulez, vous disiez ça. c'est une page blanche. Pourquoi c'est marrant? Parce que vous dessinez? Oh, non, mais comme il y a le petit clown de mon fils, j'ai dessiné Ah. à certains moments de ma vie, oui. Mais... Elle a tous les talents, c'est épuisant. Non. Je ne dis pas que j'avais du talent, je dis que j'ai dessiné parce que c'est bon de dessiner. Alors, pendant que Valérie Carsanti nous fait un petit dessin de clown, si je commence à comprendre l'intention, je vous rappelle donc qu'elle joue au théâtre Hébertot Les Inséparables, avec de formidables autres comédiens, Didier Bourdon, Thierry Frémont, Pierre-Yves Bon, Élise Diamant. Je n'ai pas cité les auteurs et je tiens à les citer. C'est une pièce d'Archinard et Prévost-Légonis. Merveilleux auteur. Merveilleux auteurs que je ne connaissais pas, pour être tout à fait Non, honnête. mais c'est des grands auteurs, réalisateurs aussi. Que je découvre grâce à vous en tout cas, sur une mise en scène de Ladislas Cholat, dans un décor absolument unique et magnifique, et qui est vraiment le 6e personnage de la pièce, tellement il est important dans la construction du récit. C'est au théâtre Hébertot, allez les voir bien sûr. Allez voir Liliane, parce que ce n'est pas du tout Liliane que vous retrouverez sur scène, mais il faut découvrir Valérie Carsanti sur scène, pour vous qui ne la connaissez éventuellement que sur le petit écran. Et pendant ce temps-là, nous avons une artiste qui est en train de créer une œuvre tout à fait originale. C'est important que vous ayez mis le nombril sur le petit bonhomme, parce que c'est l'origine du monde quand même. Vous disiez en début d'émission qu'il faut savoir d'où on vient. Ouais. Oh là, vous dessinez presque aussi mal que moi, Valérie, si je puis me permettre. Mais je crois que moi, je suis pire. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Ah, mais c'est le principal. C'est le principal. Cela dit, c'est marrant parce qu'il ressemble quand même au petit bonhomme, J'ai la essayé. petite figure en pâte à sel Mais que bien votre sûr. fils vous a faite. J'ai essayé. Voilà. Voilà. Alors, c'est un clown. C'est un clown, c'est un naïf, c'est un candide, c'est une petite bestiole avec un bouquet de fleurs. Il faut signer, hein, sinon ça ne vaut rien Ah, du mais tout. j'ai Ah, vous signé. avez signé, parce Ah, que bah, si bien je veux sûr. vendre après l'œuvre aux enchères, Bien sûr. et ramener de l'argent et tout ça. Mais merci infiniment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Valérie? Des rencontres, c'est les rencontres en fait dans ce métier. Ce que j'aime le plus, c'est comment en rencontrant d'autres acteurs, metteurs en scène, une œuvre, tout ça, comment tout d'un coup ensemble on fabrique quelque chose. Je trouve ça magnifique, donc des belles rencontres, riches. Je vous le souhaite du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie Carsanti.